Eh bien, salut Laurent, merci d'être venu sur Vraiment Inspirantes Personnes. Des petites interviews que j'ai le plaisir de faire avec des gens célèbres, moins célèbres ou autres, mais juste des gens inspirants ou qui ont envie d'inspirer le monde. Toi, je t'ai découvert par hasard sur Internet et avec grand plaisir, et puis le feeling est bien passé. Et du coup, ben voilà, tu arrives aujourd'hui et je vais te laisser te présenter en quelques mots que les gens te découvrent aussi. Allez, salut Samuel. Eh ben, merci à toi de m'inviter sur cette plateforme YouTube, c'est chouette. Je m'appelle Laurent Explore sur Instagram. Je suis aventurier professionnel depuis peu. J'étais dans le commerce depuis de nombreuses années et j'ai pris un gros braquet à la vie il y a 3 ans. J'ai suivi mes rêves parce que ça fait 25 ans que je voyage et que je vis avec l'extérieur, la nature. Donc là, je prends un gros braquet professionnel et je vais vivre un petit peu de mes passions. Sinon, je suis le papa d'un enfant et je vis en Saône-et-Loire. Cool. Ben, terre d'aventure, puisque Rémi Camus est pas très loin de toi. Oui, ouais, ouais. Je sais, Ouais, j'habite pas loin, ouais. ouais, Villefranche-sur-Saône. Et du coup, sans trahir de secret, tu avais quel âge quand t'as pris le braquet? Alors, quand j'ai pris le braquet, j'avais l'âge de 8 ans. Après, c'est assez précis, c'est un âge qui me marque profondément parce que mon fils, là, va avoir 8 ans. Et donc, c'est à l'âge de 8 ans, ça se passait pas super à la maison, pas une bonne ambiance, pas un bon feeling, malheureusement, avec la vie familiale. Et j'ai vu que derrière la porte d'entrée, il y avait autre chose, quelque chose d'autre à découvrir, et c'était l'extérieur. Et l'extérieur m'a profondément marqué, et c'est vers ça que je me suis tourné donc. Cool. Bah justement, bah maintenant, le thème un petit peu à chaque fois de ces interviews, c'est très vaste et ça permet justement de laisser un peu le champ libre. C'est bah, qu'est-ce qui t'inspire et comment tu as envie d'inspirer le monde? À toi, tous les sujets sont bons. Ouais, mais qu'est-ce qui m'inspire, ma foi? La force des autres, déjà. La force des autres est super inspirante. Je pense beaucoup. Je vais te faire une vidéo. Je me livrer. La force des autres est inspirante. J'ai perdu mes parents en 2015 et 2016. Ça m'a fait un autre braquet à la vie. Et c'est malheureusement avec le recul et en leur absence que je me suis aperçu quelle force ils avaient. Voilà, et ça me fait réfléchir d'autant plus maintenant quand je prépare une expédition ou que je prends des choix ou des décisions qui semblent difficiles ou insurmontables aux yeux de certains, comme quitter ma famille 15 jours pour aller en Amazonie, faire 2000 kilomètres dans le Sahara en autonomie, ce genre de petits défis personnels, de challenge. Et on me dit souvent, ouais, Laurent, tu es courageux, c'est bien, mais en redescendant un petit peu, la personne courageuse, c'est la femme prolo qui se lève à 5 heures du matin tous les jours pour payer son loyer, nourrir ses gamins et qui va bosser dans une grande surface à côté. Ça, c'est du courage. Ou c'est effectivement mes parents, avant leur décès, de combattre la maladie et d'être dans une situation de précarité particulière, comme le sont des milliers de personnes en France ou à l'étranger. Et ouais, surtout cette force humaine m'inspire profondément, quoi. Donc, voilà, pas de syndrome de l'imposteur. Je suis fier et content de ce que j'accomplis tous les jours, bien sûr, que ce soit le sport ou les aventures. Mais par contre, ouais, avec un petit peu plus d'humilité, ce qui m'inspire réellement, c'est la force des gens. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, j'ai ressenti ça un peu quand moi je suis parti en expatriation. Je suis parti travailler en Afrique pendant longtemps et beaucoup de gens me disaient ah mais faut du courage, faut oser, faut y aller. Et en fait, enfin c'est en toute modestie, c'est hyper facile en fait quand tu t'écoutes et quand tu fais ce que t'aimes et ce que tu as envie de faire. C'est beaucoup plus facile. Moi, je trouve, effectivement, comme tu l'as cité, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vont bosser 8-10 heures à la chaîne et qui ont pas, c'est pas forcément un choix au sens noble du terme qu'ils ont parce qu'ils ont envie d'y aller pour nourrir leur famille, pour subvenir et tout. Et c'est beaucoup plus facile quand tu écoutes ton cœur et l'appel de suivre, même quitte des fois bah, galérer financièrement ou autre, à avoir des petits déboires, même sentimentaux ou autres, parce que ta vie est pas forcément suivie. Et Mike Horn disait, à un moment, j'avais adoré, on le traitait de fou. Il disait, mais pour moi, la folie, c'est rester 8 heures dans un bureau avec une cravate, tu vois. Et c'est vrai que tout est question de perspective. Et c'est vrai que plus que de la force, moi souvent c'est la résilience des gens qui m'impressionne.
C'est à quel point les gens sont capables de subir certaines choses, de les accepter pour continuer à avancer dans la vie. Ouais, tout à fait. Tu cites Mike Horn, là, c'est bien évidemment le personnage clé de l'aventure de l'expédition. C'est fantastique. Et effectivement, ouais, aussi aux yeux de certains, c'est de la folie. En fait, en se déplaçant de l'autre côté du miroir, on se rend compte que la folie, elle est tout autre. Comme tu dis, ouais, 8 heures par jour assis dans un bureau pour en faire un cliché, pardon. Mais ouais, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Surtout que des milliers de personnes aussi s'en rendent pas compte, quoi. On a une vie, hein, je ne vais pas reprendre le terme exact de Mike Horn, hein, qui est de 30 000 jours, je crois. Mais effectivement, on a une vie, quoi, et ça passe vite, hein. Moi, j'ai 39 ans, j'ai encore un jus, une énergie folle à dépenser et beaucoup de choses à partager. Mais effectivement, ça passe vite, quoi. Tu vois, je me revois encore justement à mes 8 ans, à mes 16 ans, à mes 18 ans, à toutes mes premières aventures, déjà en France métropolitaine et ensuite à l'étranger, quand on me disait que c'était pas possible. Et maintenant, à 39 ans, je me dis, oh la vache, non, faut foncer, 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 foncer. Oser l'aventure, comme je dis, oser l'aventure, quoi. Pas oser EZ, parce que je pense pas avoir prétention à donner trop de conseils ou d'ordre à quelqu'un, mais en tout cas, ER, il faut oser l'aventure, ouais, c'est clair. Ouais, et puis c'est vrai que chacun peut trouver l'aventure un peu partout. On n'est pas forcé de faire le tour du pôle en 2 ans, quitter son foyer comme Mike Horn. Moi déjà, les gens qui sont en costard-cravate dans un bureau, si c'est leur passion et leur souhait qui s'épanouissent, félicitations, continuez comme ça. C'est ça qui est important. C'est où je vais trouver du plaisir déjà et m'épanouir. Euh, Moi, je sais que je connais, par exemple, des fois, moi, j'ai connu des gens qui faisaient du ménage, des choses comme ça, qui étaient des vrais passionnés, mais c'était impressionnant parce qu'ils avaient l'impression de donner du bonheur aux gens en leur donnant un espace propre. Et pour eux, c'était Exactement. servir l'autre, c'était quelque chose de noble et de puissant pour eux, et génial, génial. Par contre, si on fait un bureau ou du ménage à contre-cœur, c'est là où ça devient dur. Et Exactement. effectivement, moi, il y a une chose auquel je crois, ma religion, entre guillemets, c'est que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Tu as parlé de différents braquets dans ta vie, dont le décès de tes parents, par exemple. Moi, je sais que le décès de mon père, ça a été une claque. Et c'est là que j'ai monté ma première entreprise. Parce que je l'ai toujours vu bosser, ça a toujours été quelqu'un de très courageux. Et quand il est décédé, ben en fait, ma mère avait rien de plus que ça. Tu vois, il n'y avait pas d'héritage spécial. Et je me disais, mais merde, en fait, il a passé toute sa vie à bosser, à être super courageux. Et c'est pas pour l'héritage en soi. Moi, je m'en foutais d'avoir de l'argent ou pas. Mais je me dis, mais il laisse rien à part un souvenir derrière. Et il s'est fait chier toute sa vie dans des boulots qui ne le plaisaient pas forcément pour pas laisser grand chose derrière. Parce qu'à la limite, si tu bosses comme un fou et que tu laisses un héritage haut derrière pour ta famille ou quoi, pourquoi pas si c'est ton choix. Mais te faire Ouais. chier et rien laisser, tu dis bah merde, j'ai pas compris. Et là, je me suis dit à un moment, bah attends, moi je vais vivre ma vie. Et ça a été le premier déclic aussi. Et je pense que ces zones d'inconfort, elles nous aident à grandir. Et moi, du coup, on comprend pas forcément autour de moi que des fois, je me mette volontairement dans l'inconfort, comme toi quand tu pars en aventure. Moi, j'ai quitté des CDI, des choses comme ça. Je travaillais dans le Ouais. pétrole où je gagnais très bien ma vie, et très bien. Et les gens te disent, t'as démissionné. Ouais. Ah, mais c'est bon, t'as le chômage. Non. Mais pourquoi? Parce que Ouais, 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 tout à fait. J'ai beaucoup subi ça de la part de ma famille ou des proches. À chaque fois que je quittais un CDI, on me disait mais Laurent, tu te plais pas dans ce que tu fais, tout ça. J'y vais si, mais j'ai envie de changer, quoi. J'ai envie de changer et changer de patron en patron sans arrêt. Alors peut-être que je le ferai plus difficilement maintenant, peut-être que je le ferai moins, j'en doute. Mais après bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est vrai que dans l'inconfort on se retrouve à avoir un confort qui est tout simplement fantastique, quoi. L'électricité, l'eau déjà, l'électricité, l'eau. J'ai mon meilleur ami qui est parti vivre l'année dernière en Afrique, en Mauritanie, proche du Sahara. Il a fait construire une maison, il avait 4 gamins, 3 chats, il est parti comme ça. Et ouais, ça c'est du courage, c'est oser l'inconfort, vivre dans 20 mètres carrés à 6, avec des chats, ne parlant pas l'arabe couramment. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont voilà, inspirantes et courageuses. Et quand on revient de ces aventures, oui, effectivement, on est plus sujet à certaines choses. Et puis certaines choses dont la planète a besoin aussi. L'économie de l'eau. Je sais que Rémi, par exemple, on en parlait, est très porté sur l'eau. Et
merci à lui, bien sûr. Ouais. Donc, voilà, quand on rentre d'expédition, on tourne encore un peu plus facilement le robinet quand on se brosse la dent. Et on se dit, putain, mais cette flotte, quoi, elle a bientôt plus, quoi. Et puis mon pote en Afrique, il faut faire 1 kilomètre pour aller la chercher. Et puis elle est moyenne parce qu'il va peut-être avoir des troubles digestifs très inconfortables. Donc, ouais, dans l'inconfort, de toute façon, et quand on va les chercher volontairement, c'est que mieux. Malheureusement, il y a beaucoup qui vont les chercher pas volontairement et qui subissent l'inconfort et qui n'ont pas la force de se relever. Mais chercher l'inconfort, je pense que c'est l'une des clés pour ceux qui sont courageux à trouver de la résilience et de l'humilité. Ouais. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est humain. Il y a Peter Sage, un coach, qui dit en fait, on est entre notre mental, qui est là pour nous protéger, nous faire économiser de l'énergie, nous protéger des dangers et tout, et notre âme, qui veut nous faire grandir et croître. Euh, et du coup, je pense qu'à un moment, c'est un subtil équilibre entre les deux. C'est-à-dire que c'est c'est bien de pas toujours être dans la fuite non plus du confort. Voilà, je pense qu'on va reciter Mike Horn. Je veux dire, il aime bien être dans son chalet, à manger une entrecôte, à profiter de sa famille, et il aime bien l'aventure aussi. Et je pense que c'est l'équilibre entre les deux. Alors, il va peut-être un peu loin dans les extrêmes au niveau aventure par rapport à certains, mais je pense qu'il a trouvé son équilibre. Euh, et, euh, et pourquoi on changerait si on est dans le confort, tu vois? Pourquoi on voudrait grandir? Pourquoi on voudrait voir le monde autrement? Si on est bien devant sa télé, t'appuies sur un bouton pour avoir à manger, t'appuies sur ci pour regarder un film. Et en fait, quand on sort de ce confort, bah, ça nous donne des raisons de s'adapter, de croître, de voir des plus belles choses. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et alors, je suis pas non plus à dire faut aller vivre dans la jungle pendant 1 an et puis revenir vivre en ville et tout. Faut trouver ses extrêmes à soi, entre guillemets, son équilibre à soi. Mais moi, je trouve que c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Parfois, la pensée humaine est un peu réductrice à ça, justement, le tout blanc, tout noir, quoi. C'est mais pourquoi, Mm. Laurent, tu fais ça? T'abandonnes ta femme et ton fils, et pourquoi tu quittes ton CDI, machin et tout. Mais ils voient pas les jauges entre, et les jauges, c'est l'équilibre, quoi. C'est est-ce que je veux gagner moins, mais être plus heureux? Est-ce que je veux vivre une aventure ou aller au camping à 50 kilomètres? Est-ce que, voilà, mais chacun doit être capable de, de mettre les jauges là où bon lui semble, quoi. C'est ça. Et c'est déjà le respect d'autrui, quoi. Voilà. Des choses qu'on ne comprend pas, il faut demander des explications et puis se faire à l'idée de l'autre. Tout à fait. Et puis parfois, on pourra jamais comprendre. C'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde, et même s'il y a beaucoup de choses que je comprends chez toi, mais je te comprendrai jamais vraiment, parce que j'ai pas vécu ta vie, je sais pas forcément ce que tu penses. Il y a peut-être des choses que tu me diras jamais, parce que c'est à toi et ça t'appartient et c'est privé et tu as envie de le garder, mais ça fait partie de ta programmation et de la façon dont tu réfléchis, de la façon dont tu as tes émotions et tout. Donc on peut jamais. Mais je pense qu'effectivement, il y a une grande part d'acceptation, c'est-à-dire à un moment, si je comprends pas l'autre, j'accepte que ce soit son choix de vie et son mode de vie. Ouais. Moi, pendant longtemps, je me rappelle, quand j'ai commencé dans la sécurité, je voyais des gens 20 ans au même poste dans les chaînes en usine et tout. Je comprenais pas comment on pouvait rester 20 ans au même poste. Puis, il y a un moment où j'ai accepté que oui, il y avait des gens qui vivaient comme ça, j'ai commencé à penser autrement. Et il y a une phrase de PNL que j'adore, de programmation neurolinguistique, là, c'est la carte n'est pas le territoire. On va tous se faire une carte mentale des choses avec nos filtres, avec notre éducation et tout, mais ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité. Je détiens ma vérité, ma vision, mais pas l'ensemble. La vérité est subjective, hein, c'est ce que j'ai appris aussi. On a tous notre part de vérité, mais entre ce qu'on croit et ce que croit la personne en face, c'est tout autre, hein, c'est clair. C'est clair. Ouais, pour en venir sur ouais, la stabilité émotionnelle, tout ça, bah, mon fils m'a beaucoup remis en question aussi. Il est très dans le questionnement, comme tous les enfants, je pense. Il me dit, papa, j'ai peur des fois. Et je lui dis, mais la peur, c'est normal. La peur, c'est le plus grand sentiment humain, je présume, je pense, en concurrence un petit peu avec l'amour, très probablement. Mais la peur, elle te permet de dire, attention, là, tu vas vers un inconnu. Mais un inconnu, c'est pas forcément un danger. Et là, il faut justement trouver son équilibre. Est-ce que l'inconnu est un danger? Est-ce que je vais attenter à mon intégrité physique, psychologique? Ou est-ce que cet inconnu, c'est juste une frontière à dépasser, un autre territoire à explorer? Donc, quand mon fils a peur, souvent, je lui dis, bah, écoute, est-ce que ta vie est en danger? Est-ce que tu penses que tu vas te faire mal là? Alors, il me dit, ben non. Je dis, ben écoute, moi, a priori, je suis à côté de toi, fonce, fais ce que tu as à faire.
Et donc, il essaye. Alors, on le fait en vélo, on le fait à l'escalade, on le fait au kayak, on le fait n'importe comment. Mais la peur est le grand sentiment humain aussi qu'il faut savoir mettre sur off, très gentiment, très doucement, prudemment, surtout pour les enfants, je sais pas, peut-être qu'ils nous entendent, ou des jeunes. Mais il faut mettre sur off un petit peu son esprit des fois et puis se laisser aller à un petit peu de folie. Ouais, 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 effectivement, un petit brin de folie, ça fait du bien. Et puis après, moi, je dirais même que toutes les émotions, en fait, sont des signes importants. Tu vois, la peur, la joie, la tristesse, la colère, elles sont toutes des signes importants dans la vie, mais il faut pas qu'elles deviennent le pilote à bord, parce que sinon, c'est là où ça dérape. Euh, la peur, c'est quelque chose de vital. C'est ce qui a permis à l'espèce de survivre, et c'est hyper important. J'ai peur. Ah, pourquoi j'ai peur? Un moment, sans partir dans une psychanalyse à 2 balles, hein, mais pourquoi j'ai peur maintenant? Ben, parce que je connais pas, parce que j'ai eu une mauvaise expérience, parce que on m'a dit que c'était dangereux. Voilà, le fameux on que tout le monde connaît. Euh, mais effectivement, c'est un moment, mais c'est apprendre à jauger, à dire, ok, ben là c'est un peu en dehors de ma zone de confort, mais je pense que je peux prendre le risque. Ou ben là non, c'est pas le moment. C'est, tu vois, j'ai envie de quitter mon taf, mais ma femme est enceinte, elle a pas de boulot, on a un crédit. Ouais, alors qu'est-ce que je fais? J'écoute l'appel de l'aventure parce que voilà, ou je vais briser une de mes valeurs qui est la famille et tout. Voilà, c'est toujours à écouter, mais faut pas qu'elle soit la conseillère. C'est juste un signal. Je dis souvent à mes clients, c'est comme un tableau de bord. Si tu es sur l'autoroute et que le voyant d'huile s'allume et que ta voiture elle stoppe d'un coup, c'est hyper dangereux. C'est OK, j'ai l'information, l'huile, c'est pas top, donc je la prends vite en compte et je gère. Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est pas vital? Voilà, et je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement là-dessus. Ouais, c'est mécanique psychologique avant la mécanique matérielle, quoi. On m'a demandé, bien sûr, plusieurs fois comment je gérais mes expéditions. Donc, toute la programmation, la préparation, tout ça. Mais quand bien même jusqu'au dernier moment, pas sur le tarmac, mais par exemple, quand dernièrement une pirogue m'a déposé assez loin du dernier village en Amazonie, et ben effectivement, jusque-là, je suis dans un procédé psychologique à me dire, bon, ben, sois conscient, quoi. C'est ici, c'est maintenant. C'est pas une épreuve qui va durer 1 heure, d'ailleurs. Est-ce que c'est une épreuve? Je ne sais pas, c'est quelque chose d'agréable parce que j'en ai provoqué quand même la plupart des paramètres. Est-ce que je suis en saison des pluies? Est-ce que mon équipement tient la route? Bon, il y a un moment que je le traîne, donc normalement ça va le faire. Mais effectivement, il y a tout ce travail psychologique qui va jusqu'au bout et il est nécessaire et vraiment important avant d'accomplir quelque chose. Comme tu dis, avant de quitter un CDI, c'est où est-ce que j'en suis émotionnellement avec ma femme? Où est-ce que j'en suis émotionnellement de par les diplômes, de par les possibilités de formation? Changer de boulot, bah, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais? Les formations sont payantes. Est-ce que je peux me la faire financer? Est-ce que je peux avancer seul comme ça à l'aveuglette? Est-ce que je peux me départir d'un crédit? Tout est bon. Et puis après, se remettre en question financièrement. Mais des fois, on est tenu financièrement par des choses qu'on oublie un petit peu, hein. Il y a les abonnements télévisés, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a toutes ces choses qui viennent nous polluer l'esprit et le corps. Et au final, le portefeuille. Donc, gros travail psychologique, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, mais ça, moi, c'est un travail de base avec les clients. C'est quand, surtout avec le Covid, on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui voulaient retrouver du sens à leur vie, qui étaient prêts à claquer la porte du jour au lendemain. Mais faut faire les choses en bonne intelligence et en fonction de tes capacités aussi. C'est-à-dire que si tu l'as jamais fait déjà, là c'est l'inconnu, c'est la peur, c'est plein de choses qui vont arriver. Et effectivement, une chose qui est importante, c'est parvenir sur la pyramide de Maslow au complet, mais c'est les besoins de sécurité. Tu peux pas t'épanouir, même si tu penses que c'est le boulot de ta vie en tant que prof de yoga. Tu vois, tu vas aller vivre dans un ashram et tout au début pour te former et tout. Si tu as 3 tonnes de crédit sur le dos, une famille, et que quand tu vas partir, tu sais que tu vas mettre tout le monde dans la merde. Donc soit tu es complètement dissocié et t'en as plus rien à faire de ta famille et tu t'en vas, soit à un moment il y a une part de toi qui va réagir et qui va dire ouah, mais mes besoins fondamentaux, mes besoins de sécurité financière ou autres sont pas complets, j'y arriverai pas. Moi, je sais que les premières fois où j'ai démissionné, ben, je m'assurais d'avoir un job derrière. Et puis à un moment, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais été fonctionnaire, donc j'étais en disponibilité. Donc je savais que si j'avais un gros pépin, il fallait que j'écrive et ils me reprenaient comme fonctionnaire. Et après, j'avais bossé dans le privé, donc j'avais un peu de chômage. Donc j'avais deux sécurités.
Je me suis dit, si je me plante dans l'entrepreneuriat, j'ai deux sécurités. Puis après, j'ai appris à faire avec une seule sécurité. Puis après, j'ai appris à faire sans sécurité. Dire, OK, je sais que ça va bien se passer, je pars, j'ai pas trop d'argent de côté et tout, c'est pas grave, je vais mettre tout ce qu'il faut. Mais ça s'apprend. Ça Ouais, ouais, s'apprend ça s'apprend, ça s'apprend. comme je suppose hein, que les gens qui partent à l'aventure, au début, ils partent avec des gros sacs avec plein d'affaires, puis petit à petit, ils apprennent, dire, bah, ça, j'en ai moins besoin, ça va aller, ça, c'est OK. Et ben ça, si je fais un effort, je peux vivre sans. Et puis voilà. Lâcher du lest, hein, c'est ça tout à fait. Hein. Lâcher du lest, un petit peu lâcher prise, donc mettre sur off, comme je le dis souvent, et puis se poser les bonnes questions au bon moment, quoi. Par exemple, je sais pas, je prends une analogie en Amazonie, quoi. Pourquoi traverser cette rivière à la nage ou cette crique? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que vraiment ce que je vais chercher de l'autre côté de la rive vaut le coup? Est-ce qu'il y a des prises de vue à faire? Est-ce qu'il y a des arbres fruitiers? Toujours on se remettre à la question parce que c'est vrai que la bascule peut vite entraîner la mort, malheureusement, ou l'accident dramatique que connaissent des milliers de personnes, par exemple, dans le surendettement ou la perte d'un emploi. Quitter un emploi trop vite sans filet de secours, comme tu dis, voilà, c'est le drame. Donc, il faut mettre sur off, mais il faut réfléchir à chaque étape, demander conseil humblement et savoir faire marche arrière aussi. Marche Oui. arrière, comme par exemple Mmh. Mike Ward, hein, voilà, qui n'a pas toujours atteint les sommets qu'il voulait, mais savoir marche arrière, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. C'est pas un affront, c'est pas une honte, c'est pas grave, mais c'est reculer pour mieux sauter, quoi, parce que des fois, il est trop tard. Ouais, tout à fait. On nous a trop mis cette culture de l'échec. Il n'y a pas d'échec en fait, parce que si tu prends juste un pas de recul, quand tu as été faire quelque chose et que tu n'as pas été jusqu'au bout, c'est pas un échec, puisque tu en reviens avec plus d'informations. Tu en reviens avec plus de savoir, plus de sagesse, peut-être plus de conditions physiques. Donc tu reviens jamais à zéro. Des fois, les gens, ils ont l'impression, s'ils arrêtent, ils vont repartir à zéro. Mais tu repars pas à zéro, puisque tu as ton expérience qui est venue enrichir ta vie. Et moi, un exemple, justement, qui avait fait un peu le mythe, hein, c'était Into the Wild, où tu as ce mec qui pète les plombs du jour au lendemain. Alors lui, bon, il n'a pas de famille, à part ses parents, mais il n'est pas responsable de ses parents. Il part un petit peu bohème, c'est un petit peu, c'est un petit peu tout rose et tout. Et puis il finit par crever dans son bus, voilà, parce que, alors je sais plus, il mangeait le mauvais truc, il n'était pas prêt de toute Ouais. façon. Ouais, c'est bien la romance, mais dans la vraie vie, tu vois, moi, je travaille dans la sécurité. Il y a un truc qui m'a toujours servi dans la sécurité et ailleurs, c'est le bénéfice-risque. C'est ce dont tu parlais. Je traverse une crique, quel est le bénéfice, quel est le risque? Tu Ouais. vois, j'ai un grand vide devant moi où je peux me péter les genoux, mais derrière, j'ai un lion qui court. Et si je saute, lui, il sautera peut-être pas. Bon, bah, je vais prendre le risque. Si lui m'attrape, il me mange. Si je me pète les genoux, je pourrais peut-être être encore en vie. Donc, je vais prendre le risque. Mais après, si effectivement j'ai un sac plein de provisions, il y a du courant dangereux, il y a un bel arbre fruitier en face, je vais peut-être pas prendre le risque. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, il y a ce qu'on veut donner au risque aussi, ou à sa part de l'aventure, qu'elle soit professionnelle ou amazonienne ou autre chose. Hein. Mais il y a la part du risque qu'on veut se donner, par exemple. On m'a demandé juste avant mon départ, mais tu vas faire du feu à l'arc, tu vas mettre les silex et tout. J'ai dit non, je pars avec des briquets, quoi. Et ça paraît, oui, je C'est veux dire. Alors, si je fais une excursion, je sais pas, typée bushcraft ou dans un sens particulier, effectivement, je vais ne pas prendre d'outils ou prendre des outils en deçà. Et je me suis déjà départi de beaucoup, beaucoup d'outils pour cette dernière expédition. Mais comme je dis, non, pour le feu, je prends des briquets. Parce qu'il faut aussi rester raisonnable et en accord avec les simplicités de notre monde, quoi. C'est pas dégueulasse d'avoir l'eau courante. C'est pas dégueulasse d'avoir de l'électricité. Il faut juste utiliser tout ça avec parcimonie. C'est tout. Donc, j'aime beaucoup aussi les sports de combat aussi. Les sports de combat m'ont beaucoup appris. Et je remercie d'ailleurs mon frère, c'est mon coach. On fait du kickboxing ensemble. Et effectivement, il y a un petit peu tous ces trucs. Il y a la part bénéfice-risque. Tu vas t'exposer dans l'engagement. Mais si tu n'es pas protégé, tu prends des coups. Alors, le ring d'après, si c'est le même partenaire et que tu vois que c'est un petit peu au-dessus, bah, tu vas mettre un casque ou le protège-dents et tu vas oser un peu plus. Et des fois, ça va pas passer. Alors justement, c'est reculer pour mieux sauter. Tu laisses tourner un trimestre, tu t'entraînes, tu prends du cardio ou la force qu'il faut. Et là, tu retrouves ton adversaire dans d'autres circonstances. Effectivement, déjà, ça, c'est l'aventure. Ouais, se confronter au physique, comme probablement tu dois connaître dans la sécurité.
Sauf que dans un ring, on peut pas toujours désamorcer par la négociation. Je t'apprends rien, mais c'est la première des sécurités, c'est peut-être fuir, négocier, parler, observer, ce genre de choses. Dans un ring, c'est tout de suite assez technique et dès que tu engages, eh ben, tu prends des coups. Donc, ouais, j'ai beaucoup appris aussi de cette notion d'engagement et d'oser l'aventure du combat. Ouais, c'est quelque chose de top, ça aussi. Bah, écoute, un point commun, les sports de combat m'ont beaucoup appris aussi. C'est des beaux parallèles de la vie, tu vois. Et ben justement, on parlait des émotions, de la peur. En combat, elles sont souvent très, 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 très mauvaises conseillères. Si tu es en colère et que tu as envie d'allumer l'autre, en général, c'est là que tu vas faire un peu n'importe quoi, que tu vas t'exposer et que tu vas prendre le contre de ta vie. Euh, et moi, il y a des choses où, tu vois, effectivement, ça apprend beaucoup d'humilité. Au début, tu penses qu'il faut être raide comme un piquet pour faire mal à l'autre. Puis tu vas vite te rendre compte que c'est plus t'es relâché, plus t'es détendu, plus les coups vont vite et font mal. La respiration en sport de combat, c'est hyper puissant. Tu le vois en systéma, par exemple, c'est un des piliers du systéma que j'adore. Euh, mais vraiment, ouais. Pour moi, les sports de combat, c'est ouais, c'est vraiment aussi une très 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 belle école où on apprend énormément de choses. Mais en fin de compte, quand on regarde, je trouve que dans la vie, si on s'ouvre, il y a un peu cette notion d'être toujours en mode élève. On apprend toujours quelque chose, dans quoi que ce soit. Et ça, Ouais, c'est ouais. génial. Carrément, mais c'est hyper frustrant aussi, c'est hyper frustrant. Je me suis constitué une bibliothèque, comme beaucoup de personnes, tu sais, des livres d'aventure, des livres de technique, cuisiner soi-même, avoir une petite ferme, s'occuper des poules, des animaux, des plantes sauvages, tout ça et tout. Mais ce qui est hyper frustrant pour moi, c'est de se dire, putain, j'ai lu un livre, si je le relis pas en gros dans 6 mois, ou si fréquemment je n'applique pas les techniques que j'ai lues, eh ben ce livre, je l'aurais oublié. Tu te rends compte si on pouvait lire les livres et les mettre en disque dur, quoi. Je veux dire, c'est gravé, crack, et tout ce que tu lis, tu le sais. Et c'est hyper frustrant, comme en sport aussi, de se rendre compte que tu vas réussir à faire certaines choses, et dès que tu lâches un petit peu justement les efforts, le travail, l'exercice, le combat, eh ben tu perds, et ça c'est super frustrant. Ou en premier soin aussi. Premier soin, c'est pareil, secours d'urgence, tout ce qui est secourisme, c'est pratiquer, 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 revoir, améliorer, sans cesse, quoi, sans cesse. C'est le combat d'une vie, hein, ça. On est, et jusqu'à la mort, on combat, hein. Ouais, 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 je te rejoins. Moi, je comparais toujours ça avec les Japonais qui m'impressionnent parce que pour eux, tout peut être un art. Tu vois, même servir le thé. C'est la cérémonie du thé qui est quelque chose. Et, euh, on est dans une ère où les gens veulent consommer, aller vite. Tu vois, moi, je le vois par exemple en respiration. Des fois, les gens me disent ouais, j'aimerais que tu me formes et tout. Je dis ok, c'est sur un an. Ah non, mais moi, je voudrais être formé sur un week-end. Ouais, mais tu tiens pas champion du monde en un week-end. Euh, et c'est par la répétition qu'on va acquérir certaines choses. Et moi, le petit bémol que je mets, c'est que on voit quand on a répété pendant longtemps, même si on pratique pas, c'est sûr que comment dire, Usain Bolt, s'il s'entraîne Ouais. plus du tout, ce ne sera pas Usain Bolt dans 10 ans s'il s'entraîne plus. Mais il aura encore des automatismes et des choses qui vont revenir très vite. Les chemins neuronaux ont été créés, c'est très puissant. Et c'est en ça que c'est encourageant pour les gens de dire allez-y, entraînez-vous. Mais comme disait Bruce Lee, vaut mieux répéter un coup 1000 fois que 1000 coups une fois. Je répète, je répète, je répète, je répète, et quand c'est ancré en moi, je peux passer à autre chose. Et je peux évoluer, et je peux ajouter une technique. Mais aujourd'hui, les gens veulent tout vite et sans effort. Et là, c'est plus dur. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est presque incompatible. Ouais, c'est vrai, mais je te rejoins par contre pour le sport, effectivement, c'est créer de la mémoire musculaire, créer des fibres, créer des réflexes, créer une façon d'être aussi, par exemple, en sécurité privée, en sécurité privée, par exemple, quand tu fais de la protection rapprochée, c'est avoir ces automatismes de déceler rapidement une ouverture, un extincteur, voir dans quel champ d'action on se trouve, ou même en ville, quoi. Ne pas sortir du cinéma avec Walkman, la tête sur le téléphone et se dire ben, tout va bien, je suis bisounours, c'est RAS, quoi. C'est être conscient de son environnement à minima sans être dans le côté anxiogène de la chose, mais savoir qu'on est présent ici, maintenant, toujours. Et si c'est pas un terroriste à la sortie du cinéma, mais ça peut être une voiture qui bêtement te fauche. Et en Amazonie, Mhm. si c'est pas bêtement un crotal ou un caïman qui te saisit la patoune,
Et ben, c'est bêtement que tu as voulu traverser cette fucking creek tout à l'heure pour aller chercher je ne sais quoi et t'es aspiré par un courant. Et c'est complètement bête de manquer d'analyse à ce moment-là, quoi. Se faire faucher par une voiture en sortant de chez toi ou être attiré par le fond dans une crique qui semblait totalement abordable et pour aller chercher quoi? Ouais. Ouais, mais tout à fait, tout à fait. Ben, tu vois, et c'est pas qu'une spiritualité à la Eckhart Tolle, hein, l'instant présent. C'est pas juste pour se connecter à quelque chose de plus grand et tout. L'instant présent, enfin, pour moi, c'est le secret de tout. Quand tu fais du sport, si tu es en train de penser à tes soucis, bah, tu feras une séance de merde et t'en bénéficieras pas. Si tu es en train de bosser, bah, tu seras moins efficace. Si tu es avec tes enfants et que tu penses à ton chef, ben, t'es moins présent pour tes enfants, tu es moins disponible pour eux. Et, euh, et cet instant présent, en fait, il change tout. Mais il se prépare à l'avenir, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai arrêté de fumer, arrêté de boire. J'aime pas dire ça parce que ça fait malheureusement alcoolique, mais j'ai arrêté toute consommation d'alcool, mais juste pour ne pas nuire à mon corps, quoi. Et je me découvre, là je m'entraîne beaucoup plus en ce moment depuis quelques années avec mon frère, donc sur les sports de combat et tout, et je me retrouve avec un cardio de fou. Et qu'est-ce que c'est bon, c'est l'ego qui parle un peu, mais d'affronter des jeunes de 18-20 ans qui ont toute la force de l'âge et de se dire je tiens 3 rounds de MMA ou de kickboxing et ça passe, en fait, ça passe. Et, mais s'il n'y a pas un effort, encore une fois, un petit peu intellectuel ou, enfin, je veux dire, déjà c'est marqué sur les paquets, hein, bon, il est marqué fumer tu, jette la pierre à personne, mais voilà, il y a un effort à faire, que ce soit pour l'achat d'une maison, faire des économies, que ce soit pour conserver sa santé, il n'y a pas photo. Alors, effectivement, je serais peut-être accablé moi-même par un cancer ou autre chose. Hein, la vie va là où elle veut et m'emmènera là où elle veut. Je suis très humble là-dessus. Mais en tout cas, j'aurais fait un effort. Voilà, je fume pas, je bois pas, je fais du sport. Et effectivement, le présent, c'est déjà un pari pour l'avenir. Et on a beaucoup d'actions comme ça pour l'environnement et beaucoup de personnes aujourd'hui font ce genre de choses et ça m'inspire. On va reparler de l'inspiration, mais par exemple Pierre Rabhi, tu connais l'histoire du colibri, Tout à ce fait. petit oiseau lors de l'incendie d'une savane se fait voir par tous les animaux, mais à son échelle prend un petit peu d'eau dans son bec et s'approche de l'incendie et recrache quelques gouttes et fait ses allers-retours. Et je crois que c'est un tatou dans l'histoire qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'y arriveras jamais. Mais le colibri lui répond je fais ma part. Et à faire sa part, il n'y a rien de plus beau au final. Donc c'est fantastique. On est une société, hein, on est nombreux. Hein. Alors, même si dans l'inaction de certains, il y a un petit peu de l'action pour d'autres, servons d'exemple. Servons d'exemple, je pense, à véhiculer du positif. Et puis, il y a des messages qui finissent toujours par passer, de toute façon. Ouais, mais c'est très important ce que tu dis. Moi, je valide à 200%. Hein. Chose qui est importante aussi pour moi, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as des gens qui ont des beaux discours, mais peu d'action derrière. Euh, Moi, je pense que l'action est plus importante que les discours à certains niveaux. Faut essayer de pas aussi donner des leçons tout le temps aux autres parce qu'on n'est pas parfait. Et ça, voilà. Et moi, je sais que par exemple, en randonnée, en balade, mais si je peux, bah, ramasser un papier, je vais le faire. Si je peux ramasser, tu vois, voilà, l'autre fois j'avais fait 32 kilomètres vers chez moi, j'étais tout seul, mon sac commençait à se remplir, ça a fini par me saouler à un moment parce que si tu veux que je suis tombé, j'avais plus de place et j'avais trouvé mes 30 ou 40 canettes et je pouvais pas les emmener avec moi. Mais j'ai repensé à cette histoire, je dis bon bah ok, ça fait chier, mais t'auras fait ta part. T'as fait ta part, t'as ramassé et du coup tu voilà. Et c'est hyper important ce que tu dis. Ouais. Et ça n'a en rien enlevé en plus ton plaisir de randonnée en plus. Ça t'a pas fait Ah non, marcher plus vite, moins vite, ça t'a en rien cassé ton après-midi. Pour ma dernière expédition, là en Amazonie, donc en Guyane française, j'avais aussi cette façon de procéder et surtout cette façon de revenir. Est-ce que je procédais à l'aventurier qui se met en avant et qui fait certaines choses, et c'est tout à fait louable, ça n'enlève en rien le courage, l'accomplissement des actes et tout. Mais ou sinon, je revenais avec quelques images d'orpaillage. Je revenais avec ce qui arrive en Amazonie, de la déforestation. Je revenais avec des informations sur des braconniers. Je revenais avec des contacts avec la gendarmerie pour essayer de faire progresser des choses, tu vois, ce genre de choses.
Du coup, je me suis dit, putain, tu fais ton expédition. Alors, c'est sport, c'est aventureux, c'est chouette. J'y suis allé avec peu d'équipement et dans des conditions particulières. Mais tant qu'à faire, si tu croises quelque chose, ben, prends des photos. Essaye de donner de l'info aux gendarmes. Essaye de sensibiliser en rentrant sur Instagram sur la protection de la faune, de la flore. Parce que ça coûte quoi au final? Ça coûte quoi? Rien. Rien. Donc, on a toujours une double action aussi à faire. Comme toi, tu marches, tu vas ramasser une canette. Et ben moi, si je voyage, et ben il faut que je sensibilise sur quelque chose. Sinon, mon voyage, je trouve qu'il a moins de saveur aujourd'hui. Ouais, et puis vraiment, moi j'ai fait partie à un moment des gens qui râlaient aussi, dire ah bah regarde-le, l'autre encore en train de jeter son mégot. J'étais fumeur aussi et je buvais pas mal aussi. Maintenant j'ai toujours mon petit verre de vin de temps en temps au restaurant, mais j'ai comme toi, j'ai décidé de faire des choix. Moi j'ai 46 ans, donc je je veux vivre le plus longtemps possible. J'ai ma fille de 6 ans, j'ai envie de courir avec elle. Même quand j'aurai 60 ans, je veux qu'on aille en randonnée ensemble, qu'on se balade ensemble. Mais pour revenir là-dessus, ouais, je râlais, et puis je me suis dit à un moment, mais c'est toi le con, Sam. Au lieu de râler, ramasse un truc déjà, ce sera fait. Tu vois, Ouais, ouais. fais pas ton râleur généraliste, là, à râler sur les gens, il n'y a rien à faire. Et petit à petit, et je vois même quand j'étais au Mexique, à un moment, c'était un bon souvenir. J'allais faire, j'allais nager, et puis j'allais ramasser, des fois au fond, je trouvais un truc, je ramassais, et puis à un moment, je trouve un super beau masque de plongée. Je dis, bah tiens, je le ramasse, je reviens. Et quand je ressors sur la plage, et ben, il y avait un papa avec son petit, et en fait, c'était le masque du petit. Il dit, ah, vous l'avez retrouvé et tout, et t'as un gamin qui te fait un sourire. Bah, j'ai peut-être pas sauvé la planète, tu vois, j'ai essayé de contribuer, mais j'ai un gamin qui m'a fait un sourire immense, qui était content d'avoir retrouvé son masque. Donc ça touche toujours des bons moments, et comme tu dis, ça va pas te gâcher ta plongée, ça va pas te gâcher ta randonnée, ça va pas. C'est la récompense du moment, c'est clair. C'est clair, c'est la récompense du moment. Quand tu fais un petit truc qui te paraît dérisoire et puis que tu es récompensé juste après, ça fait un peu un karma positif, là, et c'est bon, ça donne une émulsion qui peut ressembler peut-être à l'adrénaline, des fois en situation de combat ou même des fois en aventure et tout. Mais tu as ce truc positif qui vient te récompenser comme ça parce que tu as laissé traverser le mémé, tu as ramassé ce masque. Tu as fait un truc qui paraît aux yeux de la société malheureusement complètement anodin, voire pire, inutile, mais toi tu l'as fait, tu as fait ton colibri, et en fait la vie elle te récompense tout de suite et tu dis ah c'était peut-être pas pour rien, peut-être qu'il y avait un message caché derrière tout ça et j'ai peut-être eu bien fait de le faire. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas si on peut vraiment donner de la force et de l'importance aux émotions, mais la gratitude, entre autres, est une émotion qui a été mesurée par certains scientifiques et tout comme étant une des plus puissantes. Et moi, je le vois sur des respirations comme la cohérence cardiaque, et où on fait mettre les gens en état de gratitude et tout. Moi, c'est instantané. Quand je travaille avec des sportifs ou des chefs d'entreprise, tu vois, il y a le cardio-biofeedback. Et instantanément, on voit le système nerveux qui réagit, qui se met à l'équilibre, où les gens sont dans un état, voilà, on peut atteindre des états de flow, des états de plénitude et tout. Et c'est impressionnant. Alors oui, tu peux avoir, pour certains, du plaisir à écraser l'autre en compétition et tout, mais c'est éphémère, c'est pas très constructif. Par contre, quand tu as de la gratitude comme ça, ah, ça reste plus longtemps et les effets sont plus à long terme. Ouais, le plaisir n'en est pas le même entre prendre un fruit tout de suite ou prendre la récolte au plus tard. C'est un petit peu ça, hein. Tu finis ton combat, tu prends tout de suite un fruit, tu as ta coupe ou ta médaille, ta ceinture. Et quand tu fais un autre travail, des fois, bah, tu prends la récolte. C'est souvent ce que j'expliquais aussi à mon fils. Il me disait, papa, tu peux me faire ça et tout. Et là, je prends un autre exemple. Je sais plus d'où vient ce proverbe, mais il s'appelle Gabriel, mon fils, et je lui dis, mais Gabriel, tu veux quoi? Tu veux que je te donne du poisson ou tu veux que je t'apprenne à pêcher? Je dis, réfléchis bien. Alors il me dit, ah oui, alors je veux que tu m'apprennes à faire ce que je te demande. Bah oui, je dis, parce que là, si je te fais ton truc, je vais résoudre ton problème en partie. Mais si tu sais pas le refaire derrière, bah, ça servira à rien. Donc j'aime beaucoup ces philosophies où il y a une suite derrière. C'est un petit peu comme l'économie de la connaissance. Je sais pas Mm. si ça t'intéresse, ça, l'économie de la connaissance, c'était un youtubeur qui avait lancé ça, c'est-à-dire que si je détiens un savoir-faire, quelque chose, je peux te le donner, ça coûte rien. Il suffit que je t'explique comment faire. Et moi, ça m'enlève rien. C'est pas comme l'argent. Si j'ai 10 euros, que je te donne 10 euros, bah, il me manque 10 euros et toi, tu es à plus 10. Et moi, je suis à zéro.
que la connaissance, le savoir-faire, les techniques, les méthodes, tous ces trucs positifs et de transmission en partie orale, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, donc il faut foncer, il faut foncer. Donc voilà, j'adore cet adage aussi. Je préfère donc apprendre à pêcher à quelqu'un que lui donner du poisson. Ouais, et puis c'est euh, c'est d'autant plus important pour moi, tu vois. Moi, j'ai trois filles, 21, 19 et 6 ans. Euh, je vois l'écart de génération, je vois les différentes choses qu'on peut vivre et tout ensemble. Et je me dis, c'est de plus en plus important dans la société dans laquelle on vit, surtout en France, entre guillemets. Je vais pas me permettre de parler trop des autres, tu vois. Mais en tout cas en France, où les gens veulent tout de suite, sans effort, dire mais demain, il y a un vrai souci, vous allez faire comment pour vous débrouiller si on vous apprend pas un minimum, si on vous apprend pas. Et moi, je sais il y a une chose, j'étais un père très strict au début, parce que j'ai eu un père très strict. Et donc avec mes deux grandes, j'étais un peu plus dur qu'avec ma dernière. Et je me rappelle d'un déclic avec la grande, elle avait 17 ans et elle me demandait l'autorisation de sortir. Et là, j'ai eu un déclic qui est grand, mais elle va avoir 18 ans bientôt. Et puis si elle veut te dire merde à 18 ans, ben, elle te dira merde et tu pourras rien faire. Et je lui dis, bah, c'est comme tu veux. Si tu veux mon avis, je te le donne, mais si tu ne l'écoutes pas, il n'y aura aucune conséquence. Puisque bientôt, dans un an, tu seras autonome, tu seras adulte. Donc j'apprécie que tu me demandes mon avis, mais ce n'est plus un ordre maintenant. Si voilà, je te donnerai mon avis, mais si tu n'en tiens pas compte et veux vivre ton expérience, tu la vivras. Et c'est fou parce que dès ce moment-là, eh ben, elle est plus venue vers moi, elle a plus écouté mes conseils, alors qu'avant j'essayais de passer en force et ça ne marchait pas. Et, et c'est ça, à un moment, il y a un principe de réciprocité, d'échange, de respect aussi. C'est pas parce que Oui, c'est nos enfants, ils nous appartiennent pas. Je veux tout dire, à fait. ils sont pas à Ouais. nous. Ça, tu vois, dans certaines tribus africaines, on l'a très bien compris. Je veux dire, l'enfant ne t'appartient pas. Hmm. C'est un être à part entière et tu es là pour le guider. Et lui aussi va sûrement t'apprendre des choses. Et je trouve ça génial. Carrément, c'est la transmission que j'essaye de faire, de créer avec mon fils. Je le rappelle souvent, je lui dis, Gabriel, tu as 8 ans, tu vis dans des conditions qui sont pas du tout les miennes, et tant mieux pour toi. Mais moi, à 8 ans, j'avais un opinet dans la poche, un briquet, et puis je vivais déjà mes aventures dans les buissons, dans les forêts. Je manquais l'école. C'était une vie alors qui n'était pas louable. C'est pas un exemple. Je lui dis, mais en tout cas, tu vois, il y a de grosses différences. Et je lui dis, Gabriel, tu es unique. Moi, je t'offre ce que j'ai à t'offrir, de bon et de pas bon. Je t'oriente, tu connais mon enfance, je te dis certaines choses. Mais après, c'est ta vie. Et souvent, même à l'âge de 7 ans, parce qu'il a bientôt 8 ans, souvent, je le mets dans cette position de décider par lui-même ou de faire par lui-même, effectivement, parce que c'est une vie unique. Il s'appelle Gabriel. Tes enfants ont leur prénom et on ne peut pas décider trop tôt pour eux cette incarcération de choix de vie. Euh, Mmh. Écoute, t'as le bac, écoute, tu vas travailler, écoute, la retraite c'est à 62, 64, 72 pour eux. Écoute, c'est comme ça qu'on fait la 65. vie, c'est pas autrement. Non, non, la vie, tu la décideras. Moi, je t'offre des clés. Après, tu t'en trouveras d'autres. Tu suivras celles qui te plaisent. Tu voyageras si tu veux. T'es pas obligé de faire comme papa. Tu travailleras comme tu peux, et ce sera déjà pas mal. Mais pourvu que tu sois heureux et que tu te retrouves en toi-même déjà. Euh, on oublie aussi qu'on est unique, qu'on n'a qu'une santé, qu'on a des yeux pour voir, qu'aujourd'hui j'ai des jambes pour marcher. Aujourd'hui, on a beaucoup de bienfaits pour la plupart d'entre nous. Et on a tendance à oublier un petit peu ça et aller un peu trop vite dans le futile, je pense. Ouais, ouais, ouais. Revenir aux fondamentaux. Moi, quelque chose que j'aime à dire aussi, c'est remettre du sacré. Et pas au sens religieux ou quoi, mais tu vois, aller faire une balade en forêt et en faire un moment sacré, un moment où je vais être présent, un moment où je vais être pleinement là, apprécier chaque chose, parce que bah, peut-être que demain, effectivement, tu n'auras plus tes yeux pour voir. Donc, ben, apprécie chaque moment. Quand tu manges, pas obligé de faire une cérémonie à chaque fois, mais de temps en temps, c'est Oui, pas c'est mal ça. d'avoir une petite pensée. Ouais, je veux dire, il y en a qui le font, tant mieux pour eux, hein, mais je veux dire, tout le monde n'a pas forcément le temps de le faire. Mais de temps en temps, se dire, hé, ce que je suis en train de manger, là, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Alors, je parle pas des trucs industriels, hein, parce que ça, je préfère boire un verre de bon vin que de manger une boîte de conserve.
Mais, voilà, là par exemple, actuellement, moi je suis dans les Deux-Sèvres, il y a un paysan qui élève des vaches au pré et tout. Voilà, je veux dire qu'à chaque fois que je mange un beefsteak ici, je remercie les vaches parce que c'est grâce à elles que j'ai, je remercie le paysan et ça me fait du bien, ça fait du bien et tu vois, et tu conçois les choses différemment. Donc remettre un peu de sacré dans les choses sans faire le vieux con, même si je commence à l'être à 46 ans. Tu vois, moi, il y avait cette phrase à un moment qui sortait. Aujourd'hui, on donne des fortunes à des gens qui montent leur cul sur Internet et on va sous-payer des gens qui vont éduquer nos enfants, qui vont les instruire et tout. Et après, on se dit, bah ouais, les profs, ils sont plus motivés. Je suis pas pour défendre tout le monde, mais à un moment, il faut savoir où on met les priorités dans la société. Et puis, beaucoup de gens se délestent aussi. C'est-à-dire que ouais, je suis parent, mais moi, l'éducation de mon gosse, je laisse ça au prof. Et tu dois aussi montrer l'exemple à ton gosse. Tu vois, je veux dire, c'est pas le prof qui est responsable, parce que c'est facile de dire après. Voilà. C'est Donc, clair. je pense qu'il y a, comme le colibri, chacun doit faire sa part. Bah ouais, la responsabilité individuelle en tant que parent ou en tant que manager, que leader, que coach sportif, tout ça est très importante, hein. L'une des plus belles réussites, c'est par l'exemple. Je veux dire, quand tu départis d'un crédit immobilier ou quand tu arrives à jongler avec les emplois de manière stable et correcte, hein, sans envoyer chier tous tes employeurs, mais c'est peut-être que derrière, ça fonctionne. Donc, par l'exemple, tu peux peut-être inspirer d'autres collègues, des amis qui ne sont pas en confiance dans leur boulot, des gens qui veulent bien être à l'écoute, parce que certains ne sont pas à l'écoute, malheureusement, des conseils, hein. Mais quelqu'un qui pourrait dire, bah, écoute, tu as fait ça en travaux dans ta maison, ça me semble pertinent, c'est vrai. Euh, le poêle à bois, par exemple, pour l'hiver, je sais pas, ben, ça sert d'exemple. Et puis l'autre, après, s'il est intelligent et qu'il est dans la question, eh ben, tu lui apprends encore une fois. Et puis l'économie du savoir est gratuite. Donc tu lui dis, bah, écoute, moi, humblement, j'ai fait ça pour ces raisons. Je te donne les plans, c'est fait, quoi. C'est fait. Mais il faut pas être individuel, hein. Il faut pas être individuel, c'est clair. C'est ça, on est tous uniques, mais on est tous reliés les uns aux autres. Enfin, Et les ouais. actions de chacun influencent les autres. Donc, c'est hyper important. Et justement, en parlant d'action, toi, c'est quoi tes prochaines actions, tes prochains projets, tes prochains plans, là? T'as des petites choses, là? Ouais, alors je vais ouvrir une chaîne YouTube prochainement dans quelques mois. On a beaucoup de création de vidéos en ce moment avec mon frère, donc. Cool. Ouais, ensuite, il y a une expédition qui se déroulera probablement en Afrique sur la fin d'année. Et alors, c'est un peu, c'est un peu pessimiste, mais je pense qu'on va le faire, on va voir. Mais je suis parti en 2017 en Amazonie, découvrant autour d'un village une faune et une flore. Et je suis retourné la voir en 2022. Ça avait malheureusement changé dans le mauvais sens. Et je pense que il faudrait y retourner une troisième fois pour encore une fois voir les acteurs sur place. Je pense donc à un herpétologue qui est sur place, il y a les gendarmes qui font un lourd, lourd travail contre leur paillage illégal. Et je pense que j'y retournerai aussi prochainement, peut-être dans un an, 2 ans, pour voir si ça continue à se dégrader et voir s'il y a des actions à mener aussi à l'échelle locale. Donc en gros, ça, voilà. Sinon, je Cool. travaille aussi sur ma page Instagram un petit peu, communiquer, essayer de véhiculer un petit peu du positif. Et on en a besoin en ce moment, hein, du positif. C'est, Et ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. Et puis de toute ouais, façon, les gens vont retrouver tous tes liens en dessous en description, tous ceux qui seront déjà ouais, prêts au moment de la diffusion. Mais ouais, non, mais c'est bien, c'est chouette. Puis moi, je trouve que c'est inspirant de voir des gens qui osent, tu vois, à n'importe quel moment de leur vie, ben, tenter l'aventure, faire quelque chose. Et quand je dis tenter l'aventure, ça peut être créer une entreprise, ça peut être quitter les tours de la Défense à Paris pour ouvrir un gîte dans le Larzac, ça peut être faire le tour du monde. Donc, mais l'aventure, pour moi, la prochaine vraie aventure sera l'aventure intérieure. Quand les gens vont revenir à l'intérieur et s'observer, et là, je pense qu'ils vont découvrir des belles choses. Mais en tout tout cas, à fait. chouette, des beaux projets. Ouais. Moi, si j'ai un voisin qui est accro à la cigarette, par exemple, et qui me dit, Laurent, je vais voir un hypnotiseur prochainement parce qu'il faut à tout prix que j'arrête cette saloperie, c'est bon, il est dans le cadre oser l'aventure, quoi. Je veux dire, il y a un défi, il est le sien à ce moment-là, et effectivement, c'est pour aller vers le meilleur. Et aussi servir d'exemple, parce qu'il servira peut-être d'exemple, qui sait, à ses enfants ou à d'autres voisins. Donc, ouais, oser l'aventure, c'est déjà ça. C'est pas forcément me suivre en Amazonie C'est pour ça, il y a ça. les réseaux. Ouais, vous me suivrez sur les réseaux. Mais ouais, ouais, toute aventure est bonne à prendre du moment qu'elle est partagée et que c'est positif.
Moi, ça me fait repenser la cigarette. Moi, j'ai arrêté parce que ma fille, qui a aujourd'hui 21 ans, avait 6 ans. Et c'était son anniversaire. Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme cadeau. Et elle m'a demandé d'arrêter de fumer. C'est Et fini. là, ça a été une aventure. Mais là, je reviens sur un point aussi important pour les gens. S'ils veulent faire quelque chose, plus la raison est profonde de le faire, plus il y a de chances que ça dure. C'est faire un régime pour être beau en maillot de bain. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais la raison est pas assez profonde. C'est-à-dire que tu vas arriver à l'été, tu vas être bien, tu vas être content, puis l'hiver, tu vas reprendre. Parce que la raison est pas assez puissante. Si tu te dis, je vais maigrir parce que je vais être en pleine forme pour courir avec mes gamins, la raison est un peu plus puissante, à mon avis. Voilà, donc Exactement. c'est pour ça que, ouais, toujours quand il y a quelque chose, c'est vraiment important. C'est Ouais, vraiment tu m'as tendu important. la perche pour la cigarette, alors je me lance. Moi, c'était pareil, c'est un petit peu pareil. Il y avait la notion, bien évidemment, de santé, de préservation Mhm. de mon corps maintenant pour plus tard. Et un soir, je me suis retrouvé à embrasser, comme tous les soirs, par chance, mon fils dans son lit pour lui souhaiter bonne nuit. Et je me suis senti moi-même. Et quand je me suis senti moi-même et que j'ai l'odeur de la cigarette, j'ai dit, tu te rends compte le message que tu donnes à ton fils? Ton fils, il ne sent pas papa, il sent autre chose. Et ça, c'est horrible, ça. C'est comme si je faisais un feu de bois quelque part, et un petit feu pour faire ma nourriture, et que ça sentait autre chose, quoi. La vie, elle est fade si tu récoltes pas la saveur ou le goût authentique, le goût précis. Et donc là, je me suis dit, putain, ouais, j'embrasse mon fils et il sent pas papa. Euh, Il c'est embrasse pas un bon. cendrier. C'est pas bon, ouais, ouais, exactement. Donc j'ai arrêté comme ça. Ben cool, cool. Ben c'est bien. Mais comme quoi, ben, vous voyez, effectivement, comme tu dis, chacun son aventure. Et je dis pas que c'est impossible, mais j'invite vraiment les gens à y aller par étapes, tout simplement, comme on l'a déjà dit. Voilà, si vous avez envie, ben, peut-être de faire comme toi, et commencer par faire une expédition dans les volcans d'Auvergne. Partez 3 4 jours en autonomie dans les volcans d'Auvergne, et après vous êtes préparé avant de partir directement en Amazonie. Mais allez voir des professionnels comme toi pour apprendre les techniques. Voilà, toujours par étapes, il y a toujours un minimum de préparation, quoi qu'on fasse dans la vie, minimum de préparation, d'engagement, d'organisation, et puis avoir la foi. Ouais, ouais. Et puis, il faut être bien entouré aussi, hein. Là, je vais faire ma minute un petit peu remerciement, par exemple. Moi, j'ai été bien entouré parce que ça fait 25 ans que je baroude, mais il n'y a que 3 ans que je me professionnalise. Et j'ai fait la rencontre depuis quelques années et on s'est revus donc il n'y a pas longtemps. J'ai fait la rencontre d'Eleonore Luna, la directrice de Time on Target, que je remercie à travers ta page là maintenant, de m'avoir accompagné justement pour ma certification sportive dans cette aventure parce que on n'est pas aventurier, quoi. C'est difficile de dire faites quoi dans la vie? Je suis aventurier. Ben ouais, mais est-ce que vous avez des diplômes? Est-ce que vous êtes reconnu par vos pairs? Est-ce que vous savez encadrer? Est-ce que tout ça? Donc ouais, voilà, je voulais rendre la part de gratitude aussi. Donc remercier par exemple Éléonore, remercier, je pense à Joël, Joël Sherman, qui nous a dispensé des cours de premiers soins en milieu isolé et territoire hostile. Voilà, ce genre de personnes qui sont dans l'ombre, qui sont pas forcément hyper présents sur les médias mainstream, mais qui sont de l'autre côté du rideau et qui font avancer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, Éléonore, par exemple, du bien-être aux gens, et Joël, qui va tout simplement sauver des gens en dispensant ses formations de secourisme. Voilà. Hésite pas à donner les liens qu'on mettra en dessous aussi hein, pour leur Ouais, faire un avec peu de grand pub avec plaisir, grand ouais, plaisir. carrément. Mm, Ouais, mm. ouais, ouais. Ouais, ouais, non, non, vraiment. Mais c'est important et c'est chouette de le faire, de dire merci aux gens qu'on a croisés, qui Oui, nous ont entourés, parce que on serait pas qui on est sans les gens qu'on a croisés. Et moi, ça a été une belle leçon. J'ai fait au Portugal une retraite entre hommes, tu vois, j'avais envie de faire ça, c'était le moment. Et moi, il y a un truc qui m'avait marqué, où il disait en fait que, bon, une croyance chez les Indiens, comme quoi 7 générations au-dessus de toi vont influencer, et tu vas influencer 7 générations en dessous de toi. Et il a eu une phrase que j'ai trouvée magnifique. Il a dit, mais quel que soit ces personnes, qui que ce soit, quoi qu'ils aient fait, remerciez-les. Parce que sans eux, vous ne seriez pas là. Donc même s'ils ont fait des choses horribles ou quoi dans leur vie, ou je sais pas, toi, quelqu'un qui a basculé du côté obscur pendant la guerre ou des choses comme ça, c'est pas le remercier pour ce qu'il a fait, mais le remercier parce qu'aujourd'hui, toi, tu es là et grâce à lui. Parce que les chemins de vie qui se sont croisés t'ont emmené là aussi. Et, tout à fait.
Et il y a des gens, on n'imagine même pas comment ils vont changer notre vie, des fois par un simple Ouais, bonjour, un simple sourire, sourire à quelqu'un dans la rue, mais tu peux peut-être lui changer sa vie, carrément, tu et vas lui refaire sa faut pas journée. sous-estimer. Ouais, ouais, carrément, carrément. Un merci, un bonjour. J'insiste plus sur ces genres de choses aujourd'hui parce que tu as plusieurs façons de dire bonjour, quoi. Tu as le bonjour simple, le bonjour triste, quoi, celui qu'on accommode à toutes les sauces. On le dit par automatisme, mais tu as d'autres Mm. bonjours à faire. Un bonjour les yeux dans les yeux, un bonjour avec le sourire, un bonjour fort. Dire bonjour à la maîtresse le matin quand on emmène ton fils, bonjour, ça véhicule tellement, tellement, tellement de bonnes choses. Et effectivement, ouais, tu peux refaire la journée de quelqu'un en lui disant un vrai bonjour, en lui disant un vrai merci, un vrai s'il vous plaît. Ce genre de choses, c'est vraiment important. Ouais, et puis, comme je dis, arrêtez de demander ça va si vous n'avez pas envie de l'entendre déjà, ne pas le faire par automatisme. Parce que moi, c'était un jeu, j'avais ma deuxième fille, à un moment, elle avait pris l'automatisme quand elle répondait au téléphone, dire ah, oui, ça va et toi? Alors je faisais exprès de plus demander. Ouais. Et salut ma chérie. Ouais, salut papa, ça va et toi? Mais je t'ai pas demandé. Ah, donc ça me faisait rire. Mais aujourd'hui, voilà, comme tu dis, on le fait par convenance. On va demander si ça va et tout, mais si la personne commence à te dire non, ça va pas, en fait, je suis en train de mourir. Ah. Donc, sois prêt. Si tu demandes si ça va, sois présent et demande vraiment à la personne si ça va avec sincérité. Dis bonjour avec sincérité, souris avec sincérité. Et Ouais. ça, c'est top. Et à l'inverse, ne pas se réfugier justement dans ces commodités, justement, de dire à quelqu'un, putain, mais j'ai vu, j'ai demandé si ça allait, il m'a dit que ça allait, et puis là, ça va pas. Je dis, mais il y a d'autres façons de voir, on doit être assez fort, je pense. C'est pas toujours facile, j'en sais quelque chose, mais de déceler chez certaines personnes et de pas lui dire ça va, ou peut-être de compléter, de dire, écoute, je te trouve pas bien en ce moment. Est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce qu'il y a quelque chose? Toutes ces phrases qui vont derrière le ça va Mm. et qui vont bien au-delà humainement. Parce que Mm. dire ça va à quelqu'un comme question, c'est pas nous, nous déculpabiliser aussi facilement, quoi. Il faut dire ça va avec profondeur. Ouais, tout à fait. Et être présent, tout à fait, pour Être présent, ouais. effectivement, quelqu'un qui sourit tout le temps et que tu vois plus sourire et il te dit ça va, et il y a un signe qui va pas. Tu vois, alors il a peut-être pas envie de te partager avec toi, mais comme tu dis, ouvrir la porte. Tu vois, dire, hésite pas grand, hein, si un jour tu as besoin de parler ou quoi, bah, c'est avec plaisir, on peut se prendre un Voilà. café, puis on peut papoter. Juste ça. Après, il saisit pas, c'est son choix aussi. Mais être présent et ouvrir les portes sincèrement, ça, je trouve ça aussi. Je trouve qu'on manque d'authenticité aujourd'hui et ça fait du bien d'avoir des gens authentiques. Quand tu vas demander, tu t'y intéresses vraiment. Et comme aussi une chose, moi j'ai vécu 2 divorces, où les gens tout de suite sont accablés pour toi aussi des fois. Et tu dis, mais demande-moi moi ce que je ressens. Tu vois. Oui, Et comment oui. tu le vis? Ben moi là, ça, je le vis bien en ce moment. Ah d'accord. Mais t'es pas triste? Ben écoute, on avait des problèmes, on s'est séparés, c'est mieux comme ça. Ah d'accord. Et peu de gens te demandent comment tu vis les choses. Tout de suite, ils se projettent dans leur monde à eux. Divorcé, mais quelle horreur. Triste et tout. Ouais. Mais ouais, mais nous, on a fait ce choix-là parce que c'est mieux entre nous. Ah, d'accord. Il y a déjà un jugement négatif à la base, c'est vrai. Ah, je viens de me séparer. Ah bon, machin, ça craint. Bah non, parce qu'on l'a fait. Ah, mon Si pauvre. ça craignait, on l'aurait pas fait à la limite. Alors, tous les cas ne sont pas comme ça, mais non, justement, si on l'a fait, c'est que ça va bien. Enfin, je veux dire, ouais, il y a souvent ce jugement un petit peu négatif ou cette vision un peu négative de la chose, comme quand tu quittes un boulot, par exemple. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais mourir du coup, on va vendre la maison, je vais tuer le chien, je sais pas. Et, toujours Mais dans le négatif, alors que ouais, les gens le vivent peut-être bien en fait. Et en fait, on vit trop à travers notre prisme. Moi, je le fais encore, hein, ça m'arrive beaucoup hein, aussi. Mais j'essaye d'essayer de voir plus à travers le prisme des gens. Et dire, ah ok, bah, t'as perdu ton boulot et tu le vis comment? Eh ben, je suis super content, ça me libère. Tu vois, j'ai un client, par exemple, il a été licencié. Et ben, il est super content parce que du coup, il a touché de l'argent, il a un chômage et il peut se consacrer à sa passion pour battre des records. Et t'aurais demandé à n'importe qui, t'aurais dit, bah tiens, il s'est fait licencier. Oh, le pauvre. Mais ouais, non, mais lui, il est content. ouais. Ah merde.
Donc, C'est ça, c'est le pote qui arrête de fumer et puis qui vient t'annoncer un lundi matin, bah écoute, Laurent, t'as fait chier, j'ai repris la cigarette. Bah, c'est pas grave, on va pas l'accabler. Écoute, tu as fait un essai, tu as tenu 3 mois, pourvu qu'au second essai, tu tiennes 6 mois, et quitte à reprendre, bah, pourvu que le troisième essai soit le bon, mec. Mais je vais pas t'accabler, je vais pas t'insulter. Je veux dire, il faut arrêter d'être dans le négatif. Pourquoi répondre à ce mec, à son pote le lundi matin, oh, fais chier, t'as repris, oh, c'est dommage quand même, hein, c'est dommage. Et rester sur ce dommage. Non, c'est pas dommage. Il a fait l'effort de s'extraire de la cigarette et oui, encourageons-le à recommencer, à réitérer ses efforts. mais tout à fait. Et ça me rappelle je vais te partager un truc. Là, j'ai découvert un coach il y a pas longtemps que je connaissais pas, Dominique Simoncini, et que j'ai trouvé hyper inspirant. Et il a donné un exemple. Il dit, en France, tu vas faire une dictée de 200 mots. Si tu fais 18 fautes, on va te mettre 2 sur 20. D'accord. Et pourtant, tu as 182 mots justes. Et au lieu de dire à la personne, tu as 182 sur 200, ce qui serait la vérité, et de lui donner une Mmh. vraie jauge objective, et de lui dire, ces 182, comment as-tu fait pour faire ces 182 mots justes, et qu'est-ce que tu n'as pas fait quand tu as fait les fautes? Parce que peut-être qu'il y a un verbe du premier groupe que tu as bien accordé dans les mots justes, et que tu as mal accordé dans les mots faux. Et pourtant, tu sais le faire, puisque tu l'as fait dans le juste. C'est juste qu'à un moment, bah, peut-être que tu as pensé à tes problèmes, à ta machin, et que tu n'as pas fait gaffe. Moi, je fais énormément de fautes d'inattention, je sais. Je l'ai accepté en plus, donc je le corrige pas trop. Mais j'ai trouvé ça très juste, le côté de dire arrêtons d'accabler les gens, ayons une vraie jauge. T'as arrêté de fumer 3 mois, super, super, bah génial. T'as essayé, tu sais que t'es capable de le faire. Là, c'est peut-être plus le moment. Là, c'est peut-être plus le moment. T'as peut-être une charge émotionnelle qui fait que t'as besoin de prendre du plaisir quelque part. Ben, ce serait peut-être prendre des cuites, prendre de la drogue, prendre une clope, te goinfrer. T'as pas trouvé mieux pour l'instant, t'as pas mieux sous la main. Si pour le moment c'est la clope, fais, tu sais que tu peux arrêter. Et C'est on y ça. va. Ouais, ouais. Mais c'est être un bon leader, un bon chef d'équipe, par exemple, je le vois professionnellement, et c'est le système de faute, c'est exactement ça. Au lieu de dire à un collègue, à quelqu'un de son équipe, écoute, ça fait 2 jours, c'est ta troisième faute. Tiens, ce matin, ça fait 2 fois que tu te trompes. Euh, on peut aborder ça différemment. Écoute, j'ai vu que tu avais fait des petites fautes ce matin, mais tout le reste va bien. Donc, c'est beau. Pourquoi tu les as faites? Est-ce que la tâche, le poste ne te convient plus? Est-ce qu'en ce moment, ça va à la maison, même si je veux pas être intrusif? Mais effectivement, le système de notation que l'on a dans le milieu scolaire, par exemple, en France, pour l'exemple, est très très rabaissant. Alors, il a été amélioré hein, beaucoup. Hein. J'ai vu qu'il y avait des efforts visiblement de fait avec des codes couleurs, tout un tas d'autres schémas. Mais effectivement, quand tu as quelques fautes et que tu as 2 sur 20, c'est moi je me souviens de l'école quoi. C'était une plaie. Tu faisais des efforts pas possibles d'écriture, de machin et tout, et à la fin on te rendait ta note et tu disais mais je sais même pas pourquoi au fait j'ai perdu. Pourquoi j'ai pas la moyenne? Pourquoi le prof, à ce moment-là, il m'a pas dit, écoute, Laurent, je vois que ça va pas, faisons autre chose. Faisons pour toi, comme parmi les 5 cancres de la classe, une autre façon de faire, une autre façon de procéder. Et peut-être que en changeant la recette, bah, peut-être qu'à la fin, ça irait mieux, en fait. Ah bah mais je te rejoins, moi c'est plus les études qui m'ont poursuivi que moi qui ai poursuivi les études. Et en fait, je me rappelle moi d'une prof avec qui c'était la guerre en français, parce que par exemple sur une explication de texte, elle m'avait mis un zéro, mais je disais bah ouais mais moi je vois pas la même chose que vous, pourquoi c'est faux? Moi j'ai perçu autre chose dans le texte, tu vois. En plus c'est même plus une science exacte, c'est pas un plus un égale 2. Là c'est qu'est-ce que analyser un texte? Bah moi je l'ai ressenti comme ça. Et on te met Bah ça. oui. Et heureusement que j'ai rencontré des profs qui ont été intelligents et ouverts. Et moi, je sais qu'en lecture, tu vois, Germinal de Zola, ça m'ennuie à mourir. La prof m'a dit, OK, tu lis ceux-là, ils sont obligatoires. Par contre, pour toutes les autres fiches de lecture, tu lis ce que tu veux. Et j'ai lu du Stephen King pendant un an. Alors, c'est pas de la plus grande littérature du monde, peut-être, mais ça m'a passionné. Et maintenant, moi, je dévore des bouquins tout le temps, grâce à elle. Donc, c'est. Non, mais je trouve ça vraiment important de revoir les choses et cette culture de l'échec. Tu vois, on pourrait en parler pendant des heures, Ouais. mais Ça, la Dominique culture de l'échec. Simoncini, il en parle aussi en interrogeant une sportive. Il dit, je lui demande comment elle a loupé ses finales de championnat d'Europe. Elle passe 25 minutes à tout détailler. Et comment elle a été championne du monde? 2 minutes.
Et c'est bien que les gens ont la culture de ah, faut regarder les fautes, les problèmes et tout, et pas regarder ce Ouais, qu'on a fait de bien, et alors qu'on devrait cultiver ça. carrément, carrément. Ouais, c'est incroyable, hein. On s'est enfermé dans un truc dans notre société, alors, française, je pense, et puis peut-être occidentale aussi, hein. Je pense que c'est un problème de riches, je pense. C'est un problème de surabondance, peut-être. C'est Je sais possible, pas. c'est possible. Eh ben, écoute, en tout cas, mais vraiment, c'est passionnant. On pourrait y passer des heures. Après, je sais que tu as des obligations aussi. Ouais, mais c'est super, Donc, hein. C'était sympa. La première entrevue, cool. On fera peut-être un volume 2 plus tard, on verra. mais bien sûr. Et puis, écoute, voilà, on pourrait essayer de battre les James Bond. Il y a un paquet de James Bond, donc on pourrait essayer de faire autant d'épisodes que de James Bond, juste pour clôturer et ensuite te rendre ta liberté d'aventurier. Moi, j'ai trois petites questions. Une citation inspirante, une phrase qui, toi, t'inspire. Une citation inspirante. Eh bien, j'ai inscrite sur l'un de mes derniers posts Instagram, je fais un petit peu de promotion, Laurent Explore sur Instagram, l'émerveillement est le premier pas vers le respect. Euh, ça me touche, c'est de Nicolas Hulot. Et effectivement, quand on est même au fond du trou, personnellement, professionnellement ou au mieux dans une aventure, parce qu'on a choisi l'aventure, mais quand on a un drame familial, on choisit pas ça. Mais quand on est émerveillé par quelque chose, on a tendance à le respecter. Et je pense à mon père, à mon fils, par exemple, et ouais, ou la faune et la flore, tout ça, ouais, m'inspire beaucoup. Ouais. J'adore cette phrase. Merci. Merci beaucoup pour cette phrase. Et une personne inspirante pour toi. Mike Horn, c'est un petit peu le taulier, c'est peut-être la réponse facile, mais Mike Horn est très très inspirante. Il est allé franchement loin dans les défis qu'il a osé relever toutes ces années. J'ai l'impression qu'il en récupère les fruits, si je peux dire, ou enfin la récompense que ces dernières années. Parce que je crois savoir qu'au début, les médias, c'est toujours particulier quand tu es aventurier, quand tu oses un petit peu justement vivre, sortir des sentiers battus. Si tu écris un livre et que tu rentres vivant, ça va pas. Par contre, il faudrait presque mourir au combat et écrire un livre. Et là, on dit, ouais, mais t'es rentré, c'est pas vraiment une aventure ton truc. Et je sais que c'est arrivé à Mike Horn, ça, un petit peu ce cas de figure, où on dit, ouais, mais bon, c'était peut-être pas si risqué, ça fait 2 fois que tu le fais, ça se passe bien. Et c'est incroyable, cette médiocrité des médias ou de certaines personnes à ne pas voir l'effort que tu peux faire, quoi. Et Mike Horn, donc, ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'il a toujours relevé la tête et il continue d'avancer. Et ça me donne envie d'avancer aussi. Ouais, mais la réponse est pas forcément facile. Moi, j'apprécie aussi énormément le monsieur. Je l'ai rencontré et je trouve qu'il est cohérent et authentique, tu vois. Et j'aime beaucoup. Et justement, par rapport à ça, moi, dans son dernier livre, il disait, en fait, je me plains pas. Il dit, ça sert à rien. Il dit, si je suis tout seul en aventure et que je me plains, ça me fera pas avancer plus vite. Et si je suis avec quelqu'un, il est dans la même merde que moi, donc ça le fera pas, ça nous aidera pas non plus. Donc c'est autant y aller quoi, autant y aller. Et pour ça, tu vois, je pense que les gens, c'est là où ils se trompent. Et moi, j'ai déjà sorti cette phrase à mon sujet à certaines personnes, dire c'est pas parce que je me plains pas que j'en chie pas. C'est juste que j'ai envie de faire autre chose. Je veux dire, j'ai envie de me focaliser, bah, de m'émerveiller, tu vois, comme ça on rejoint les deux. Moi, j'ai envie de m'émerveiller sur les choses plutôt que de me plaindre, tu vois. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté un peu cher, Mike Horn, c'est qu'il se plaint pas. C'est qu'il a une philosophie de vie où il avance, où c'est un C'est ça. bulldozer. Voilà. Et voilà, et il va le dire avec le sourire, oh, bah, j'ai failli mourir, et puis il va rigoler. Mais, non, mais génial, il est d'une simplicité, moi, je trouve. Génial. En tout cas, bah, merci de l'avoir cité parce que je trouve qu'il le mérite, vraiment. Ouais. Et la dernière question, un instant à vivre avant de pousser son dernier souffle, alors que tu l'aies vécu ou non déjà, mais un instant à vivre avant de mourir. Pour toi, ce serait lequel? Ouais. Plusieurs choses a priori, mais j'ai envie de répondre comme une bouteille à la mer et assez instinctivement. Quand j'étais jeune, avec mon meilleur ami, donc avec qui j'ai partagé mes premières pseudo-aventures à l'âge de 8 ans, parce qu'on a été très très vite dans les bois et très très vite hors du foyer familial. Mais assez vite, je crois que j'avais 16 ans, je commençais à travailler et puis mon meilleur pote, Olivier, ne travaillait pas encore. J'ai commencé assez tôt à me dégager de l'argent pour pouvoir vivre un peu plus mes rêves.
Mais un jour, je lui ai dit, comment tu vois ta famille? Et puis lui m'a renvoyé la question et tout ça. Et je lui ai dit, un jour, j'aurai un enfant et j'aimerais bien que ça pétille dans les yeux de cet enfant. Tu sais, quand je lui parle, que je l'inspire un petit peu pour reprendre un petit peu ta chaîne. Et je lui avais dit ça avec une grande profondeur et je m'en souviens comme si c'était hier. Et il me l'a redit plusieurs fois, cette phrase. Et en fait, il y a un an ou deux, mon fils m'a questionné sur mon passé et m'a questionné sur mes expéditions, mes choix de vie, mes boulots. Et je lui ai dit globalement les diplômes que j'avais passés, les permis que j'avais passés, les personnes que j'avais rencontrées et les différents emplois que j'avais faits. Et là, il m'a regardé, il me dit, c'est vrai, t'as fait ça, papa? Je dis, ben oui. Et là, j'ai eu ce moment où les yeux de mon fils se sont mis à pétiller et il était comme ça. Et ça vaut l'or du monde. Ouais. J'ai réussi à communiquer quelque chose à mon fils. Il me l'a rendu par le regard et c'est top. C'est top. Donc, je suis déjà récompensé. Eh ben génial, parfait, j'en suis ravi. En tout cas, écoute, moi vraiment merci pour ton temps, ton énergie, ta bienveillance et puis cet Merci à échange. toi. C'était vraiment Merci. chouette et puis bah, j'espère que les gens vont te suivre et t'encourager. Voilà et il y a de la place pour tous les aventuriers, donc s'il vous plaît, soutenez-les. Ils nous vendent un peu du rêve, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on peut pas le faire soi-même, au moins on peut le vivre à travers eux. Mm. Et donc bah, merci pour tout. Ben, merci à toi, Samuel. Cool. Au plaisir de te revoir. Volume 2 éventuellement. Et C'est ça, et puis, puis qui sait un jour te rejoindre sur une aventure. Moi, quand tu me parles d'Amazonie, d'herpétologue et tout, j'ai qu'une envie, c'est si c'est juste te ouais, voir 5 minutes, mais c'est pas grave. assez de voir. Grave. Non, on fera une rencontre là. On va faire une sortie ensemble, t'inquiète. Avec grand plaisir. Et ben, je te remercie et je te souhaite une très très bonne journée et à très vite. Prends soin de toi.